Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Je suis Maïtri Sitaraman. Dans cet épisode, nous sommes à Bruxelles pour vous donner toute l'information économique dont vous avez besoin. Au menu aujourd'hui, nous recevrons Olli Rehn pour parler croissance en Europe et nous jetterons un œil sur le modèle économique nordique en pleine mutation. Coup de projecteur également sur un petit projet qui fait une grande différence pour la croissance au Portugal. L'Europe 2020, ce sont les plans de l'Union européenne pour la croissance future et ils sont plutôt ambitieux. Un emploi pour 75% de la population, 3% du PIB de l'UE investi dans la R&D. Il y a les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut réduire de 20% de plus qu'il y a 25 ans, 40% d'étudiants à l'université et puis 20 millions d'individus à sortir de la pauvreté. Mais les cibles ont changé. La crise de l'eurozone signifie des difficultés beaucoup plus immédiates à surmonter. L'activité de l'UE s'est contractée depuis 1 an et demi. Elle est supposée atteindre moins 0,1% en 2013. On sait que les économies de la Grèce et de l'Espagne sont en fort repli. Et même les pays les plus stables, comme la France et l'Allemagne, ressentent maintenant les effets des mauvais chiffres de la croissance. Le chômage dans l'UE et particulièrement dans l'eurozone atteint des records. En Grèce d'abord, et juste derrière en Espagne, mais aussi dans des pays comme la France et même la Suède, et c'est la jeunesse qui en souffre le plus. Alors, où en sommes-nous de la croissance en Europe? Sébastien Le Belzic est allé en Suède pour chercher des réponses. Imaginez un pays qui, en pleine tempête économique, garde le cap. Un pays dans lequel 9 habitants sur 10 se disent heureux. Un pays dont les finances sont les plus saines d'Europe. Ce pays, c'est la Suède. Mais derrière ce calme apparent, les banlieues suédoises brûlent. À l'origine de ces émeutes, le chômage, il est 2 fois plus important chez les immigrés. Un électrochoc dans un pays qui se croyait à l'abri de la crise. Le ralentissement économique et les effets de la crise se font sentir ici en Suède. Le fameux modèle suédois a du plomb dans l'aile et les émeutes urbaines du mois dernier ont rappelé le gouvernement à ses responsabilités. Raison de plus pour revenir aux fondamentaux du fameux modèle scandinave. Un modèle qui est le fruit de 15 années de réformes. Un poste de fonctionnaire sur 5 a été supprimé, les transports ont été privatisés, les impôts sont parmi les plus lourds du monde, mais en contrepartie, la protection sociale est excellente. Résultat, pour la croissance ou l'emploi, la Suède fait toujours mieux, voire beaucoup mieux que le reste de l'Europe. Et le gouvernement veut poursuivre ces réformes en puisant dans la cagnotte des années de croissance. En 2013, le ministre des Finances prévoit de réduire le taux de l'impôt sur les sociétés de 26,3 à 22% et injecter plus de 600 millions d'euros dans les infrastructures, la recherche et le développement. Je pense que la croissance et la reprise ont besoin de soutien. Manifestement, nous devons réformer nos finances publiques. Si nous manquons de crédibilité, cela va anéantir la confiance dans la reprise. Mais au moins, la moitié des pays de l'UE ont des marges dans leur fiscalité et cela pourrait être utilisé pour soutenir la croissance. La baisse des taux d'intérêt doit aussi permettre de relancer les investissements dans le secteur privé. Avec un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards d'euros, un quart des 110 000 employés d'Ericsson travaillent dans la recherche et le développement. Je pense qu'au final, ce dont nous avons tous besoin pour être compétitifs, c'est la possibilité d'investir dans la recherche et le développement, transformer cela en innovation via de jeunes entrepreneurs qui feront croître notre économie. Je pense que c'est vraiment la clé. Et c'est ici, dans la banlieue de Stockholm, que se joue l'avenir de cette croissance suédoise. À Kista sont installés Ericsson et quelques-uns des fleurons du pays comme Skype ou Spotify. C'est une chasse aux talents. On a besoin de les attirer et ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement un bon travail et un bon salaire. Ils cherchent aussi la qualité de vie. Résultat, à Kista, on crée 4 fois plus d'emplois que dans le reste du pays. De quoi ramener la Suède vers des eaux plus calmes. On se retrouve et avec moi le chef de l'économie en Europe, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, Monsieur Olli Rehn. Merci de nous rejoindre. Pendant cette crise, on a beaucoup fait la comparaison entre les pays nordiques et leur modèle économique, comme la Suède par exemple, et l'Europe du Sud. D'après vous, doit-on imiter ce modèle en Europe ou est-il maintenant obsolète ?
Le modèle nordique a assez bien réussi à combiner compétitivité économique et justice sociale, en particulier en ce qui concerne l'éducation et l'innovation. Ils ont été capables de donner des chances égales et un bon environnement aux entreprises. En ce sens, il y a quelque chose à apprendre des pays nordiques. Eh bien, nous allons revenir à ce sujet dans un instant, juste après une pause. Nous continuerons notre conversation avec Olli Rehn. Nous irons également au Portugal où un projet a réussi à faire une grande différence sur le taux de croissance. Mais avant ça, c'est le cours intensif de Real Economy. Qu'est-ce que le PIB ? Le produit intérieur brut est calculé en faisant la somme de tous les biens et services achetés pendant un trimestre ou une année. Lorsqu'un boulanger achète des ingrédients pour son pain, le coût de ces produits de base est inclus dans le prix final. Le prix de ce pain, avec le prix final de toutes les autres choses qu'on achète, comme la nourriture, les habits ou le matériel informatique, est ajouté à ce que le gouvernement dépense pour l'éducation, le système de santé et les autres services. C'est ce qui compose ce grand chiffre appelé PIB ou PIB nominal qui inclut tout ce que le pays exporte et qui soustrait les importations. Mais si les prix augmentent une année, cela veut dire que l'inflation est incluse dans le PIB. On ne verra pas si le pays a produit plus de biens et de services. En retirant l'inflation, on a une meilleure image de l'économie d'un pays, en repli ou en croissance. C'est ce que les économistes appellent le PIB réel. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Real Economy. Nous sommes toujours avec Olli Rehn, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. L'impression générale, c'est que l'UE assouplit ses vues sur l'austérité. Est-ce vrai que vous changez complètement de cap en vous dirigeant vers la croissance? Et si c'est le cas, quelle réponse apportez-vous à vos détracteurs? Nous avons augmenté la crédibilité des pays membres de l'UE en matière de politique fiscale. La Banque centrale européenne a eu des gestes décisifs pour stabiliser les marchés et nous avons une structure solide de gouvernance économique à moyen terme pour des ajustements budgétaires graduels et pour des avancées sur les réformes structurelles. Ces trois facteurs nous permettent d'y aller plus doucement sur les ajustements fiscaux. Quand on regarde le projet Europe 2020, ses buts et ses ambitions, est-ce que vous pensez que nous pouvons y parvenir ou serons-nous toujours en état d'alerte? C'est très difficile de dire ce que seront les résultats de nos politiques. Bien sûr, nous aurons une croissance plus robuste l'année prochaine et cela va commencer dès la fin de l'année. Alors c'est très dur de donner des objectifs quantifiables, mais nous sommes en bonne voie. À ce propos, parlons de ce petit projet qui fait des vagues dans la stratégie de croissance des villes portugaises. Sébastien Lebelzik est allé sur place. Dans quelques mois peut-être, il pourra voler. Cet avion électrique, le premier du genre, est né ici dans cet atelier de l'université de Porto. Imaginé et construit par cet ancien étudiant spécialiste des matériaux composites. Suite à notre travail, un client nous a demandé de construire un avion très léger avec beaucoup de caractéristiques particulières. On a considéré que ce serait un défi très intéressant pour nous. 130 entreprises au total, bientôt 250. Le projet est financé à 30% par l'université de Porto et le reste grâce à une enveloppe de 17 millions d'euros de la Commission européenne via le Fonds européen de développement régional. Nous sommes la plus grande université du pays, que ce soit pour le nombre d'étudiants ou pour les publications scientifiques. Mais envoyer nos étudiants partir ailleurs, dans d'autres régions comme à Lisbonne et même à l'étranger, sans avoir la possibilité de rester ici. En 6 ans, cette Silicon Valley portugaise est devenue le véritable poumon d'une région en crise. L'économie portugaise traverse en effet sa 3e année de récession. Sur un an, le pays voit sa croissance reculer de 4%. En avril, le gouvernement a présenté un plan de 2,5 milliards d'euros en faveur des PME, de quoi soutenir des projets comme celui de Porto. Ce regroupement d'entreprises développé ici à Porto, sur les rives de l'Atlantique, est exemplaire du mariage qui lie désormais les PME portugaises et les universités. Un mariage salutaire pour relancer la croissance. 900 emplois ont été créés. Dans un pays où 17,8% de la population est au chômage, les hautes technologies sont peut-être l'avenir du Portugal.
Monsieur Ren, à quel point est-ce important d'instaurer cet environnement propice à l'esprit d'entreprise, d'investissement pour la croissance en UE? Je pense que c'est une question qui soulève plusieurs problèmes. Une des difficultés principales, en particulier dans les pays du sud de l'Europe, ce sont les possibilités extrêmement réduites de crédit pour les petites et moyennes entreprises. On est en train de travailler sur ce problème majeur avec la Banque européenne d'investissement et la Banque centrale européenne. Et la Banque européenne d'investissement a reçu une augmentation importante de capital à la fin de l'année dernière, qui augmente ses capacités de près de 40% pour cette année et les deux suivantes. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce sont des demi-mesures? Un des problèmes majeurs, c'est que nous avons plusieurs acteurs et qu'ils ne sont pas toujours parfaitement coordonnés. Toutes les institutions européennes doivent travailler ensemble pour trouver des solutions à ce problème essentiel de l'accès aux capitaux. Autre impression, c'est que les pays et les institutions en Europe n'arrivent ni à penser ni à travailler ensemble. Je ne pense pas que cette perception soit juste, parce que nous avons fait beaucoup pour contenir et surmonter cette crise. On a par exemple été capable d'éviter toute contagion de défauts de paiement en Europe. On travaille maintenant en vue de soutenir une croissance durable et la création d'emplois. Une dernière question. Hypothétiquement, si cela ne tenait qu'à vous et seulement vous, comment est-ce que vous régleriez le problème? Si je pouvais avoir une influence sur la Banque centrale européenne, je pourrais vous répondre ouvertement, sincèrement. Bien sûr, la BCE fait de son mieux pour soutenir la croissance et la politique monétaire. Je ferai tout ce qu'il faut pour restaurer la chaîne de crédit et permettre au crédit d'abonder les petites et moyennes entreprises, car c'est là que les emplois sont créés en premier lieu, et c'est ce dont nous avons besoin. C'est tout pour cette fois. Le prochain épisode de Real Economy sera consacré aux problèmes du chômage chez les jeunes et aux différentes solutions possibles. En attendant, merci de nous avoir suivis. Au revoir.